12 août 1961. Les habitants de Berlin-Ouest se réveillent avec des barbelés qui les séparent de Berlin-Est, comme cette mère avec sa fille. Les soldats de l'Allemagne de l'Est construisent un mur pour séparer leur ville de la partie occidentale, occupée par les Alliés. Le monde était déjà coupé en deux, depuis 1945, par un rideau de fer invisible, entre l'Ouest, les démocraties autour des États-Unis, et l'Est, communiste, dominé par la Russie, appelée alors URSS, ou Union soviétique, et la Chine. L'arme nucléaire a empêché l'affrontement global, mais cet équilibre de la terreur a entraîné des conflits localisés, comme en Indochine en 1946 ou en Corée en 1950. Et maintenant, à Berlin. C'est un état de guerre entre l'Est et l'Ouest qui peut, à tout instant, basculer dans l'apocalypse. De l'Est tentent de fuir alors que le mur n'est pas encore fini. L'un d'entre eux témoigne, caché. En ce moment-là, j'ai compris, je crois bien que j'ai compris pour la première fois vraiment ce mot, la liberté, ce que veut dire la liberté. Les chars bulldozers américains avancent. Vont-ils détruire le mur? Cinq ans avant la construction du mur de Berlin, en 1956, 3 ans après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev est au sommet de l'État soviétique. Khrouchtchev est un paysan ukrainien, commissaire politique pendant la guerre civile russe. Il a gravi les échelons du parti, homme de main de Staline. Il a affamé l'Ukraine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été impitoyable sur le front de Stalingrad. Mais Khrouchtchev va étonner le monde. Comme son prédécesseur Beria, il ressent la nécessité de sauver le régime à l'économie chancelante. Il veut détendre les relations avec l'Ouest pour limiter les dépenses militaires. Sans renier l'idéologie, il veut s'éloigner de Staline. Au 20e congrès du Parti communiste soviétique, le 24 février 1956, Khrouchtchev fait applaudir les Français Jacques Duclos et Maurice Thorez, des fidèles de Staline. Soudain, c'est la lecture par Khrouchtchev d'un rapport secret qui dénonce les crimes de Staline. Cette nouvelle stupéfiante éveille des espoirs de liberté dans les pays de l'Est colonisés par les Russes, comme en Pologne et surtout en Hongrie. À Budapest, à l'automne 1956, les étudiants hongrois commencent par manifester pacifiquement. Parmi eux, une jeune fille, restée anonyme, témoigne. J'ai vu un des jeunes expliquer à la foule que la radio ment, que les insurgés ne veulent pas rétablir l'ancien régime. Ils veulent un socialisme démocratique, des élections libres, le retrait de l'armée soviétique, l'abandon du russe obligatoire dans les écoles. Et ils marchent vers le Parlement, en chantant la Marseillaise, pour nous, les Hongrois. Ce n'est pas seulement l'hymne national français, c'est le chant sacré de la liberté, interdite par le régime stalinien. Elle jaillit de tous les poumons, avec un enthousiasme sans borne.
Le jour de gloire est arrivé. Moscou ne peut pas l'accepter. Après d'intenses débats internes, Khrouchtchev décide d'intervenir par la force en Hongrie. L'enjeu paraît tellement vital que la question de la réaction occidentale passe au second plan. Les élites ne s'entretuent plus, mais refusent tout changement. C'est le maréchal Konev, l'un des vainqueurs de l'Allemagne, qui est chargé de mater la Hongrie, au nom du pacte de Varsovie, contrepoids de l'Alliance Atlantique, qui regroupe les forces des pays de l'Est. Konev lance les chars de l'armée rouge sur Budapest. Des officiers disent à leurs soldats qu'ils vont se battre contre des fascistes allemands, alors qu'ils ont contre eux toute la population et l'armée hongroise, pourtant formée par les Russes, et qui se rangent du côté des insurgés, en visant d'abord les symboles soviétiques. Le 23 octobre 1956, c'est le soulèvement armé de toute la population de Budapest. La ville est encerclée par l'armée de Konev. La radio de Budapest lance un appel désespéré. Les troupes soviétiques ont commencé leur attaque. Nous les combattons pour la liberté. « 2500 civils et militaires hongrois et 800 soldats soviétiques meurent dans ces quelques jours de combat. Le 10 novembre 1956, c'est l'assaut final des chars russes. L'écrasement définitif et sanglant de la rébellion hongroise. Dans Budapest dévastée, les Russes et ceux qui leur sont restés fidèles se déchaînent dans des milliers d'arrestations, de pendaisons et de déportations au goulag. 200 000 Hongrois parviennent à s'enfuir en Autriche, puis en Suisse, au Canada, aux États-Unis et en France. Le monde entier proteste, mais ne fait rien. Car au même moment, une crise majeure secoue le monde. Toutes les attentions se portent sur le canal de Suez. C'est la route vitale du pétrole. Il appartient à une compagnie privée franco-britannique. Il vient d'être nationalisé par le colonel Nasser, le Raïs, le chef, qui a pris le pouvoir en Égypte. Nasser proclame « La pauvreté n'est pas une honte. La honte, c'est l'exploitation des peuples. Nous reprenons nos droits. Le canal est la propriété de l'Égypte. » Le 6 novembre 1956, les forces britanniques et françaises débarquent pour occuper la zone du canal de Suez, avec l'aide de l'armée israélienne. 15 000 soldats sont prêts à passer à la phase finale de l'opération, le renversement du régime de Nasser. Soudain, l'ordre arrive. Arrêtez les hostilités. Londres et Paris viennent d'être sérieusement menacés de représailles nucléaires par Moscou. Aux États-Unis, le président Eisenhower refuse de s'impliquer dans le conflit. Avec son ministre des Affaires étrangères, Foster Dulles, il s'incline devant la menace du monde arabe de basculer dans le camp soviétique. Nasser devient le chef de file des pays arabes. Les parachutistes français repartent pour Alger, d'où ils étaient venus, se battre contre les insurgés du FLN, le Front de libération nationale de l'Algérie. Et ils sont réconfortés par la communauté française bien menacée.
Nasser fait couler 40 navires dans le canal, le rendant inutilisable pour des mois, et coupant 90% de l'approvisionnement en pétrole. En quelques jours, la France n'a plus d'essence. Les tickets de rationnement apparaissent, les usines s'arrêtent. Les conducteurs abandonnent leurs voitures, place de la Concorde. À Moscou, l'épisode de Suez renforce le pouvoir de Khrouchtchev, qui vient de remporter son premier duel contre l'Occident. Le maître du Kremlin est toujours le maître du monde. D'autant qu'il a de nouveaux soutiens dans ce qui est appelé le tiers-monde. Les non-alignés est le terme inventé par le premier ministre de l'Inde, Nehru, pour affirmer n'appartenir ni au camp communiste, ni à celui du capitalisme. En fait, ces non-alignés sont précieux pour Moscou dans le jeu de la guerre froide, parce qu'ils affaiblissent l'Ouest. Mais pour rallier ces pays non-alignés, ces pays d'Afrique ou d'Asie à l'indépendance parfois récente, s'établit alors une compétition entre l'Union soviétique et la Chine. En 1956, Mao condamne les rébellions des pays de l'Europe de l'Est. Conséquence pour lui du fameux rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Mao se veut le vrai successeur de Staline. Il se veut le maître du milliard de communistes du monde. Pour lui, la détente avec l'Ouest, voulue par Khrouchtchev, ne peut qu'affaiblir le camp socialiste. La guerre est le ciment du communisme. Il faut continuer la guerre au Vietnam. Mao a déjà beaucoup contribué à la victoire au nord des communistes. Leur chef, Ho Chi Minh, n'a jamais manqué une occasion d'aller en Chine, montrer sa reconnaissance à Mao. Et en Union soviétique, montrer sa reconnaissance au Politburo. Ho Chi Minh sort en pleurant du mausolée de Lénine et Staline. Khrouchtchev dira « Ho Chi Minh est réellement un des saints du communisme. » Ho Chi Minh a obtenu l'équivalent de 100 millions d'euros en URSS. Avec les 200 millions donnés par Mao, il peut faire face à la famine qui ravage son pays. Au Nord-Vietnam, dès leur prise de pouvoir, Ho Chi Minh et son régime ont mis en place une grande réforme agraire. La paysannerie vietnamienne représente 95% de la population. Pour les contrôler, l'État s'approprie leurs terres. C'est la collectivisation forcée qui a commencé par la destruction des titres de propriété. Les petits propriétaires, affublés par la police de costumes bourgeois ou mandarins, sont humiliés dans des simulacres de procès. Accusés des pires crimes par leurs familles et même leurs enfants. Des dizaines de milliers de ces malheureux sont exécutés ou jetés dans des camps dits de rééducation immédiatement ouverts par le régime. 900 000 hectares sont transformés sur le modèle stalinien en exploitation collective dont les récoltes reviennent à l'État. Dans son livre « Paradis aveugle », la dissidente Duong Trung Hong écrit « La réforme agraire, comme un ouragan, a dévasté les champs et les rizières. » Depuis 1954, des centaines de milliers de paysans parviennent à s'enfuir au sud. Avec eux, toute une foule de citadins, fonctionnaires ou employés des Français. Comme les routes sont vite bloquées, ils s'embarquent sur tout ce qui peut flotter.
jusqu'au radeau de bambou, surchargé, pour être recueillis par les navires américains. Ils laissent tout derrière eux, leurs terres et leurs ancêtres. Ils n'emportent que leur foi chrétienne, qu'ils affichent comme un laissez-passer. Le maître du Sud-Vietnam, lui aussi est catholique, dans un pays à majorité bouddhiste. Il s'appelle Jean-Baptiste Ngo Diem. Il a 53 ans. Longtemps exilé aux États-Unis dans un monastère, il est alors la grande figure de l'anticolonialisme non communiste. Toute son action est dictée par la peur des communistes qu'il traque et emprisonne. Avec l'aide de son frère, le chef de la police secrète, Ngo Dinh Nhu, et sa femme, Madame Nhu, vite célèbre pour sa beauté et son franc-parler, dans la dénonciation de l'opposition et des médias occidentaux qui sont pour elle manipulés par les communistes. Le cynisme de ces rebelles aidés par les communistes, forts de leur réseau international de propagande, ils s'imaginent qu'ils peuvent imposer les mensonges les plus grossiers au monde. Au Nord-Vietnam, à Hanoï, autour d'Ho Chi Minh, les communistes se préparent maintenant à reprendre la guerre. Il va falloir ouvrir la piste Ho Chi Minh à travers le Laos et le Cambodge. Comme pendant la guerre d'Indochine, mais en l'agrandissant en un réseau complexe de sentiers et de routes invisibles du ciel. 2000 kilomètres de jungle montagneuse pour atteindre le sud. L'une de ces combattantes communistes, Tran Tona, raconte. La forêt est d'une densité étouffante. Couper une liane, il en pousse 10 autres. Tailler un chemin, il aura disparu le lendemain. C'est une sensation étrange de défier ainsi la nature. Ils sont le plus souvent très jeunes et très endoctrinés. Leur foi les porte dans les pires conditions. Leurs ennemis capitalistes leur donnent vite un surnom. Viet Cong, Coco Viet. Tout le long de la piste, ils disposent des pièges pour sécuriser autant que possible leur difficile chemin, comme leurs aînés, mais avec encore plus d'imagination et de cruauté. Les zones d'insécurité s'étendent. Un de leurs chefs, le capitaine Ba, témoigne. Les villageois savent que nous tenons leur vie entre les mains. 1 ou 2 morts suffisent pour qu'ils soient obéissants. S'ils essayent de fuir, nous les tuons. Eux et leurs familles. Les survivants reçoivent l'attention de Diem, le président du Sud-Vietnam, qui réclame un accroissement de l'aide des États-Unis. Les premiers conseillers militaires américains arrivent. La machine infernale est enclenchée. Les soldats du Sud ont bientôt les moyens et les capacités de répondre aux Viet Cong. Ils ne leur font pas de cadeaux quand ils parviennent à les débusquer. Et ils sont sans pitié pour les villages qui les hébergeaient. Cette répression alimente la haine. Tout cela dans le climat encore très insouciant des grands hôtels de Saigon. Ce sont aussi les années Khrouchtchev,
les années 50, comme un répit dans la guerre froide. L'URSS commence par s'ouvrir timidement au tourisme et aux caméras d'amateurs. Le magazine du syndicat CGT de Renault, L'Écho des métallos, sous le titre « Un forgeron de Renault visite l'URSS », écrit « Le forgeron ici travaille 6 heures par jour et il a sa retraite à 55 ans. L'URSS est le paradis sur terre des forgerons. » Khrouchtchev veut continuer dans la voie du dégel, de la coexistence pacifique. Et en juillet 1959, les Russes sont sidérés de voir arriver le vice-président des États-Unis, Richard Nixon. Il est invité à inaugurer à Moscou la première exposition de produits américains. Khrouchtchev commence par boire du Pepsi-Cola, interdit en URSS. Ce puissant signe de détente annonce-t-il un renoncement à la guerre froide? Au contraire, les Soviétiques ne sont pas prêts à abandonner leur idéologie. La conquête de nouveaux pays, les progrès militaires et spatiaux autorisent Khrouchtchev à parler haut et fort aux représentants du capitalisme dans un dialogue très inattendu. Et Nixon invite Khrouchtchev aux États-Unis. Khrouchtchev s'envole pour Washington dans le Tupolev 114 pour impressionner les Américains. Un énorme avion de ligne de 180 tonnes avec un nez vitré comme le bombardier dont il est dérivé. Les Américains aussi sont sidérés. Les deux drapeaux côte à côte. L'hymne soviétique par l'orchestre de l'US Air Force. Un accueil chaleureux de leur président, le général Eisenhower. La revue des Marines. Et deux hommes qui cherchent à donner l'image de la bonne volonté. Our common purpose should be, as always, a just, universal and enduring peace. It is in this spirit, Mr. Chairman, that I greet you and welcome you to Washington and to the United States. Quand l'épouse de Khrouchtchev, Nina, se glisse dans la Lincoln présidentielle, Eisenhower a un instant d'hésitation. Et les trois vont affronter une foule curieuse et d'abord hostile. Le journaliste David Garroway résume assez bien la situation. Nous ne l'avions jamais encore vu d'aussi près. Son physique rondouillard ne colle pas avec la vision du dictateur le plus puissant du monde. Comment cet homme bedonnant, au visage clownesque, est-il arrivé à ces sommets de pouvoir? En réalité, Khrouchtchev s'est composé ce personnage pour tromper l'ennemi, envoyer des messages, sans rien abandonner des principes. Par exemple, il a apporté tout sourire à Eisenhower et son vice-président Nixon une sonde spatiale du type de celle qu'il a fait envoyer la veille sur la Lune. Eisenhower est jaune. Il est mortifié par la série lamentable d'échecs des fusées américaines qui sont encore loin des vols habités. Les Russes, eux, arrivent à envoyer une chienne, Laika, dans l'espace. Ce qui prouve qu'un jour, ils pourront envoyer un homme, un satellite, une bombe. L'équilibre de la terreur est dangereusement mis en cause. Certain de sa supériorité, Khrouchtchev peut se permettre d'amuser les médias en exploitant son image de Monsieur K. Bonhomme et rassurant. Il visite Hollywood
où il est convié à un grand dîner télévisé avec les moyens techniques de l'époque. Toutes les stars sont là pour voir la bête curieuse venue du froid, comme Frank Sinatra, David Niven, Tony Curtis et surtout la reine de Hollywood et du monde, Marilyn Monroe. Qu'attendez-vous de ce dîner, lui demande le présentateur. Qu'il soit intéressant, répond Marilyn. Ce qui va être le cas quand Khrouchtchev se fâche. Et puis on vient me dire que je ne pourrais pas aller dans cette petite ville. Comment s'appelle-t-elle déjà? Oui, c'est bien ce que je disais. Les autorités viennent de lui refuser d'aller à Disneyland. Et pourquoi ne puis-je y aller? Y aurait-il là-bas une base de lancement de fusées? Mais je ne sais pas, moi. On me dit que je ne peux pas y aller parce que, écoutez-moi. Mais écoutez-moi bien. Parce que les autorités américaines ne peuvent pas y garantir ma sécurité. Je dis, j'aurais bien voulu y aller. Je dis, j'aurais bien voulu y aller et voir. Khrouchtchev ne verra pas Dumbo, l'éléphant volant, ni les tasses tournantes d'Alice au pays des merveilles. Walt Disney, l'immortel créateur de Mickey, a lui-même refusé que ce rouge puisse mettre les pieds dans son royaume. À Pékin, des attractions d'un autre genre attendent Khrouchtchev. 15 jours après les États-Unis, le 28 septembre 1959, il est en Chine pour la célébration du 10e anniversaire de la prise de pouvoir de Mao. Khrouchtchev craint Mao et a décidé de rompre son engagement de lui fournir le dernier prototype de bombe nucléaire. De son côté, Mao continue de critiquer, maintenant ouvertement, Khrouchtchev et sa coexistence pacifique avec l'Occident. C'est la rupture entre Chinois et Soviétiques. Pour Ho Chi Minh, également invité, c'est le signe que la guerre au Vietnam va s'intensifier. Khrouchtchev écrira « La Chine tient le Vietnam entre ses griffes. Elle ne desserrera pas son étreinte. » Le Nord-Vietnam communiste entraîne son armée pour la conquête du Sud. Armes et approvisionnement affluent par la piste Ho Chi Minh, qui passe par le Laos, en le plongeant dans la guerre. L'engrenage est toujours le même. Les conseillers militaires américains ont dans leur rang maintenant les redoutables bérets verts, qui viennent entraîner la jeune armée laotienne. Les bérets verts font partie des forces spéciales de l'armée américaine, créées dans les années 50 avec l'aide d'experts français de la contre-guérilla vainqueur de la bataille d'Alger. Au Sud-Vietnam, les bérets verts regroupent les villageois dans des hameaux stratégiques fortement défendus. Ce qui entraîne une hostilité de plus en plus grande des paysans. Le Viet Cong n'a pas de mal à trouver des informateurs, tout un réseau d'espionnage, qui lui permet de bien préparer ses attaques et de les réussir. Et les bérets verts commencent à se méfier de cet ennemi insaisissable. C'est l'une des images frappantes de la guerre des mondes, celle que veut donner l'Est. Dans les trous et les tunnels, un petit peuple héroïque, entièrement dévoué à la cause.
Mais ce sont en fait des divisions entières avec une puissante artillerie qui vont affronter les monstres d'acier de l'Ouest. L'avion de reconnaissance Lockheed U-2 survole régulièrement l'Union soviétique à plus de 20 000 mètres d'altitude. Un record. Ce qui le met à l'abri des canons antiaériens. Il peut photographier en toute impunité les sites de fusées balistiques russes. Très vite repéré par les radars soviétiques, mais trop haut pour être abattu. Khrouchtchev, se sentant trahi dans son effort de détente avec l'Ouest et fragilisé vis-à-vis du parti et des Chinois, décide de lancer ses escadrilles de chasse, puis ses nouveaux missiles antiaériens. Les missiles soviétiques commencent par abattre leurs propres chasseurs qui se rapprochaient de l'U-2, mais ils finissent par toucher l'avion américain. Le pilote de l'U-2, Francis Gary Powers, s'est éjecté. Alors qu'il avait l'ordre d'avaler une capsule de cyanure, il s'est laissé capturer et après un dur interrogatoire, son procès s'ouvre le 24 août 1960 à Moscou. Dans la célèbre salle des colonnes de la Maison des syndicats, l'ancienne salle du trône qui servait depuis la Révolution à honorer les grands morts du communisme, ce procès a une résonance planétaire. L'avocat général demande à Powers: « Reconnaissez-vous votre culpabilité ?» Je crois que oui. Qui vous a donné l'ordre? Mon commandant d'unité. Il dira pour sa défense: je suis un être humain. Et pas un ennemi du peuple russe. Powers n'est pas condamné à mort, comme toujours en pareil cas en Union soviétique, mais seulement à 10 ans de prison, pour être échangé rapidement contre le chef de l'espionnage russe en Amérique, le colonel Rudolf Abel. Une histoire qui sera racontée 50 ans plus tard par Steven Spielberg dans son film « Le pont des espions ». Dans les débris de l'avion exposé à Moscou, les Russes ont récupéré les photos d'espionnage américains qui permettent à Khrouchtchev de se racheter devant le parti et les Chinois. À l'ONU, l'ambassadeur américain Cabot Lodge montre alors le sceau des États-Unis de l'ambassade à Moscou, qui est truffé de micros. Preuve que l'espionnage sévit dans les deux camps. Des films secrets de la CIA montrent alors les filatures, les écoutes. Toute cette lutte contre l'ennemi implacable, le KGB, le service de renseignement soviétique, aidé par une multitude de sympathisants. Le directeur de la CIA, Allen Dulles, frère du ministre des Affaires étrangères Foster Dulles, dira plus tard: « Beaucoup de gens sont totalement dévoués au communisme. Ils donneraient leur vie pour ça. » Khrouchtchev a autorisé le KGB à utiliser les membres des partis communistes du monde entier pour l'espionnage. En novembre 1960, Khrouchtchev suit attentivement les élections américaines entre le jeune et brillant sénateur démocrate John Kennedy et le vice-président républicain Richard Nixon. Khrouchtchev déteste Nixon, qu'il juge très anticommuniste, et applaudit lorsqu'Eisenhower cède sa place le 20 janvier 1961 à Kennedy, que Khrouchtchev croit progressiste. Est-il un nouveau Roosevelt? À son investiture, Kennedy et son vice-président Lyndon Johnson ont choisi la cantatrice Marianne Anderson pour interpréter l'hymne américain, traditionnellement chanté dans la circonstance.
C'est une héroïne de la lutte pour les droits civiques. Mais contrairement à ce qu'espère Khrouchtchev, Kennedy va se montrer un adversaire résolu de l'Union soviétique. Son frère, Robert Kennedy, a été un collaborateur du sénateur Joseph McCarthy, qui 10 ans plus tôt a traqué les communistes américains. Robert Kennedy devient ministre de la Justice et le principal conseiller de son frère, le nouveau président. Dès la prise de pouvoir, John Kennedy et son vice-président Lyndon Johnson doivent faire face aux urgences. La première, c'est Cuba, la grande île des Caraïbes, à côté des États-Unis. Deux ans plus tôt, le 3 janvier 1959, Fidel Castro et ses guerrilleros étaient entrés triomphalement à La Havane. Castro avait vaincu l'armée du colonel Batista, accusé d'être un dictateur corrompu. Castro avait juré de garder la barbe jusqu'à la victoire de ce qu'il appelle la justice sociale. La barbe était devenue le signe des révolutionnaires et Che Guevara, l'idole de la jeunesse. Che Guevara, communiste argentin, a influencé Castro, de même que son frère, Raúl, lui aussi marxiste. Castro a nationalisé les banques et les propriétés des grands groupes capitalistes, surtout américains. Et Che Guevara a fait fusiller des centaines d'opposants. Cette politique de répression a entraîné une émigration massive des Cubains vers la Floride, à Miami. 200 000 la première année, 2 millions en 50 ans, sur 7 millions d'habitants. Plus d'un quart de la population. Ils ont retrouvé leurs proches à Miami, pendant que les États-Unis ont rompu leurs relations et décrété un embargo sur leur commerce. Castro s'est tourné alors résolument vers son seul soutien possible, l'Union soviétique. Un mois après la prise de pouvoir par Castro, Mikoyan, le ministre soviétique du commerce, accourt à La Havane, signer un prêt de 100 millions de dollars et la promesse d'acheter toute la production de sucre. Les Américains n'ont qu'une idée, renverser Castro. À son arrivée au pouvoir en 1961, Kennedy découvre un plan élaboré par son prédécesseur, Eisenhower, avec la CIA. Une expédition militaire uniquement composée d'exilés cubains. Ils doivent débarquer, rallier la population et appeler l'Amérique à l'aide. Kennedy approuve ce plan. Il choisit le lieu du débarquement. Une plage à 200 km de La Havane, la baie des Cochons, du nom d'un poisson local. Le 17 avril 61, 1400 Cubains anticastristes débarquent. Castro réunit toutes les forces dont il dispose. Une centaine de milliers d'hommes déterminés et quelques chars. Sa modeste aviation parvient quand même à mitrailler la plage de la baie des Cochons et couler les bateaux de débarquement anticastristes. Castro reste inquiet. Que va faire la population? Elle ne bouge pas, terrifiée ou acquise à la révolution. Kennedy donne l'ordre d'abandonner les Cubains libres à leur sort. Le soulèvement espéré n'a pas lieu. Un millier de survivants anticastristes se rendent.
Ils seront échangés plus tard par Cuba contre des médicaments. 3 mois seulement après son investiture, Kennedy vient de connaître, avec l'échec de la baie des Cochons, un terrible revers. Il craint le pire. Il dit « Nous avons essayé d'avancer sur Cuba, alors Khrouchtchev va avancer sur Berlin. » Berlin reste le grand nœud de la guerre froide. 3 millions d'Allemands de l'Est sont déjà passés à l'Ouest, par Berlin. Une situation intolérable pour les communistes qui réclament une annexion de la partie occidentale de la ville. Kennedy tente de désamorcer l'escalade en allant rencontrer Khrouchtchev à Vienne. Il veut l'empêcher d'occuper Berlin-Ouest. Ce serait la guerre. Sur le chemin de Vienne, Kennedy fait escale à Paris avec son épouse, Jackie, dont le charme séduit les Parisiens. Kennedy en plaisante. Il dit « I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. » Je suis le monsieur qui accompagne Jackie Kennedy, et j'en suis heureux. Kennedy est impressionné par le président français, le général de Gaulle, personnage historique. De Gaulle lui conseille la fermeté sur Berlin. Jackie Kennedy, elle, n'aime pas De Gaulle. Elle dira « C'est un type venimeux ». Mais elle joue bien son rôle. D'origine française, son nom de jeune fille est Jacqueline Bouvier. Elle connaît Paris et les usages. Dès le lendemain, lorsque la grande rencontre a lieu à Vienne, Kennedy sent bien qu'il est en état d'infériorité, 2 mois à peine après le désastre de la baie des Cochons. Khrouchtchev, au contraire, est renforcé par son succès planétaire avec l'envoi du premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Dans les salons de Vienne, la rencontre de Jackie Kennedy, suprêmement élégante, avec Khrouchtchev, et de John, avec Madame Khrouchtchev, est un choc de 2 sociétés irréconciliables. Et le dialogue entre les 2 hommes, impossible. Kennedy ne saura pas ce que mijote Khrouchtchev. Construire un mur de 150 km pour isoler Berlin-Ouest de Berlin-Est et du reste de l'Allemagne, et même de tous les pays de l'Est. 3 millions de réfugiés avaient déjà réussi à passer. Khrouchtchev a choisi la solution la moins attendue des Occidentaux. Un diplomate français, Henri Froment-Meurice, raconte « Nous avions tout prévu, sauf le mur, parce qu'il est difficile aux démocraties d'imaginer les actes auxquels peuvent se livrer les dictatures. Nous avions envisagé le blocus des accès à la ville, mais pas que l'adversaire voudrait d'un seul coup se bloquer lui-même et enfermer sa population pour l'empêcher d'accéder à l'Ouest. Mais c'est aussi un soulagement pour les Occidentaux. Berlin enfermé, c'est mieux qu'annexé par les Russes. Kennedy pensait alors avoir surmonté cette crise, comme celle de la baie des Cochons. Mais pour Khrouchtchev, l'offensive continue. Il rend hommage à la révolution cubaine et dit « Maintenant nous allons mettre un hérisson dans le slip de l'Amérique ». Avec Castro, il décide de faire installer des missiles nucléaires à 200 km des côtes américaines. 13 octobre 62, un avion de reconnaissance américain rapporte de Cuba des photos de sites de missiles balistiques russes. Il pourrait atteindre les villes américaines en quelques minutes. Ces missiles sont si proches que toute riposte est impossible, alors que la dissuasion nucléaire est fondée sur le temps que mettent les fusées de l'adversaire à frapper.
Mais cet équilibre de la terreur avait déjà été rompu par les Américains. Le président Eisenhower avait fait installer des fusées balistiques nucléaires Jupiter en Turquie. Ces Jupiter sont proches de la frontière russe, encore plus près que les missiles soviétiques de Cuba, du territoire américain. Cette situation intolérable pour les dirigeants de Moscou a poussé Khrouchtchev à mettre Kennedy dans la même situation. Kennedy alerte l'ONU, saisit le Conseil de sécurité, fait montrer les photos de la construction des sites de fusées. Les Américains sont convoqués. Leur président va leur parler. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace. La marine américaine établit un blocus autour de Cuba pour barrer la route aux navires russes qui transportent les missiles. Mais soudain, 4 sous-marins nucléaires soviétiques font surface à l'intérieur du blocus. La partie devient extrêmement dangereuse. L'horloge de l'apocalypse fait un bond. Le pape Jean XXIII lance un appel solennel au gouvernement. Ne restez pas sourds aux cris de l'humanité. Castro mobilise sa population aux accents de l'international. Les pays frères relayent bruyamment les slogans pour soutenir Castro. Sur les plages de Floride, les Américains renforcent leur défense, concentrent des troupes et mettent leur aviation en alerte maximum. Pour le monde entier, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Le réflexe universel est de constituer d'urgence des réserves alimentaires et de répertorier tout ce qui peut servir d'abri anti-atomique. Dans les écoles, les enfants apprennent à se protéger contre le flash nucléaire et leurs parents aménagent leurs abris pour préserver l'espèce humaine. Après 10 jours de négociations secrètes, comme cette partie de badminton entre le ministre des Affaires étrangères américain Dean Rusk, Khrouchtchev gagne en obtenant le démantèlement des missiles américains Jupiter de Turquie. Comme s'il cédait à Kennedy, Khrouchtchev ordonne alors à sa flotte, le 28 octobre 1962, de faire demi-tour avec les missiles soviétiques. Les Américains les filment, bâchés, sur le pont des bateaux russes. Ces images font le tour de la planète. La famille Murphy sort de son abri dans le Vermont. Barbara, à New York, et Max et Rachel, au Texas, poussent un grand soupir de soulagement, comme le monde entier. Tous sont convaincus que Kennedy les a sauvés. Et leur président a remercié le ciel en allant à la messe en famille ce dimanche 28 octobre 1962, dans une petite église de Floride. C'est pourtant Khrouchtchev le vainqueur. Il a obtenu le retrait des missiles de Turquie et l'engagement des Américains de ne plus toucher à Cuba. Mais Khrouchtchev a accepté de perdre la face, ce qui va entraîner sa chute. Kennedy, lui, sort grandi de la crise. En juin 1963, il se rend à Berlin-Ouest, toujours menacé d'une invasion russe. Kennedy prononce alors son discours le plus direct, le plus explicite. 2,000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is
Ich bin ein Berliner. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. Et il ajoute, en se rendant au mur de Berlin, notre démocratie n'est pas parfaite, mais nous n'avons jamais eu besoin d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Pour Kennedy, la priorité qui l'attend, c'est le Vietnam, où la guerre va s'étendre jusqu'à l'abîme.